tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. On s'est absenté une petite semaine et évidemment, alors qu'on était en pleine pause, débarque un film qui a secoué les réseaux sociaux et qui s'est attiré énormément de haine de la part du public. Un film dans lequel toute la ville de Paris se prépare au lancement d'un énorme triathlon où les athlètes vont devoir nager dans la Seine, sans être au courant qu'un gigantesque requin y a fait son nid. Et contrairement à Anne Hidalgo, il faudra bien plus que chier dans la Seine pour l'empêcher d'y faire trempette. C'est à Sophie, interprétée par Bérénice Bejo, accompagnée d'une équipe de brigadiers maritimes et d'écolos, de réussir à se débarrasser du requin géant et de sa progéniture avant que le triathlon commence pour éviter un massacre. C'est évidemment Sous la Seine, réalisé par Xavier Jans, avec à ses côtés pour l'écriture du scénario, Maud Haywang et Yannick Dahan. Tout ça étant une production Netflix et donc disponible sur la plateforme depuis plus d'une semaine. Un requin dans la Seine. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris ? Pour alors quel beluga, vous vous êtes pas posé la question, non ? Le départ du triathlon est dans moins de 24 heures. Si nous ne faisons rien, votre opération de com pourrait se transformer en un véritable bain de sang. Ça va être le massacre. C'est le bon moment pour vous dire qu'il risque d'y avoir quelques spoilers, même si on va éviter de trop lâcher les gros moments du film. Donc pour ceux que ça dérange de savoir que oui, dans un film de requin, il y en a qui se font manger, on vous invite à aller voir le film avant l'écoute du podcast. Le film a cristallisé une sorte de haine les quelques jours qui ont suivi sa sortie sur les réseaux sociaux, à tel point que certaines personnes qui travaillent chez Netflix et qui ont tenté de défendre le film, un peu maladroitement, se sont fait prendre par le callback sur Twitter, et nous voilà une semaine plus tard avec, dans l'idée de proposer un débat entre les membres de l'équipe et de nous poser la question: est-ce que Sous la Seine est bien la purge qu'on nous vend un peu partout, ou alors est-ce qu'on n'a pas été un peu trop méchant avec ce film ? Vous nous connaissez à force, ce sera un débat fait avec calme, nuance et subtilité, c'est faux, et c'est un débat qu'on va faire avec un invité, un des membres fondateurs de Nanarland et surtout un grand connaisseur du genre du film de requin, puisqu'il tient littéralement un podcast dédié au genre, Shark Parade. C'est évidemment Rico. Comment ça va, Rico ? Eh ben, merci de m'inviter, et puis bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir, étant moi-même un auditeur de Jumpscare. Eh ben, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je t'avais rencontré à un tournage du Bistrot de l'horreur il y a quelques mois. Je t'avais dit que faudrait que tu passes un jour. C'était l'occasion parfaite, pour le coup, un film fait pour toi, pour le coup. Exactement. Nous sommes aussi en présence de nos chroniqueurs habituels, dont un qui nous vient tout droit d'une mer très salée, Dario, de la team Jumpscare. Bonsoir, j'ai mal aux dents, je suis pas content, le film j'ai pas aimé. Et t'as une rage dedans ? Oui. C'est coup dur diront certains, justice diront d'autres. Ça c'est l'aigreur. J'ai une rage des dents de la mer, un truc comme ça. Je pensais qu'il y avait un jeu de mots à faire, je pensais que t'allais le faire, Romain. Je suis hyper déçu. Non, je suis dans mon déroulé là, je peux pas faire de jeu de mots pour l'instant. C'est votre métier, ça, pour le coup. Ouais, peut-être plus tard, alors. C'est encore tôt. Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Et moi-même, votre hôte Romain du Bistrot de l'horreur sur Filmo. Alors, Rico, honneur à l'invité. Quand t'as entendu l'annonce d'un film comme ça, forcément, c'est pour toi ce genre de film. Comment est-ce que t'as réagi à l'annonce d'un film de requin par Xavier Jans ? Bah plutôt au départ surpris, comme tout le monde, on s'y attendait pas, et puis alléché parce que pour l'instant on n'avait eu qu'un seul autre film de requin français qui était L'année du requin des frères Boukerma, qui était pas génial, on va pas se le cacher. C'est compliqué. Et comme j'ai beaucoup aimé son Farang l'année dernière et qu'il y avait encore Nassim Liès, qui avait je suis plutôt client de ce que fait Xavier Jans, même si je suis pas forcément, on va dire, un fan absolu de tout ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait pour Gang of London, il sait manier une caméra, en tout cas, il sait faire du film dynamique. Donc, je me suis dit, oui, c'est la bonne personne, en fait, pour faire ce genre de film. Un honnête faiseur, comme on dit, je trouve. Mais c'est ça, et à la limite, il vaut parfois mieux un honnête faiseur que un poseur comme on peut avoir un peu trop dans le cinéma français, quoi. On dira pas de... Surtout pour ce genre de choses. C'est ça, souvent il y a un petit peu d'ego ou de petits malins, tu vois, qui tentent le truc. Je suis d'accord avec toi. Alors du coup, qu'est-ce que tu en as pensé du film ? Eh ben, je vais faire partie de ceux qui ont bien aimé, mais alors attention, comme je le dis toujours, je le mets en rapport avec la Sharksploitation, le film de requin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des exigences trop élevées.
Dans chaque parade, je suis là, ça va être la 61e émission, j'ai fait 122 films de requins. Donc, je peux vous dire que j'ai raclé des fonds de tiroir. J'ai vu des trucs filmés au caméscope, dans une baignoire. Donc, forcément, un film qui ressemble à un film, déjà... Moi, ça me suffit, hein, je suis un être simple avec des goûts simples. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, ça on va pas se le cacher. Je pense qu'on reviendra peut-être un petit peu tous ensemble sur ses défauts. Hein. Je pense que les gens vont taper peut-être sur le rythme, sur la première partie qui est vraiment un peu molle du cul, sur les comédiens qui sont pas toujours très très bons. Sur une espèce de... Voilà, il y a un sous-texte, un message un peu bizarroïde, avec des écolos fous furieux, des flics tout gentils qui aident les clochards. Enfin, il y a plein de trucs bizarres, en fait, dans ce film. C'est une espèce de monde parallèle. Et en même temps, il y a plein de choses que j'adore dans ce film. Anne-Marie Vin, si elle n'a pas le César l'année prochaine, c'est du vol. Elle le mérite. Son personnage de Valérie Hidalgo. Hidalgo Pécresse. Valérie Hidalgo. Le gag n'est pas de moi, mais de l'équipe de Nanarologie avec qui on en a discuté. Mais c'est ça. Elle est merveilleuse. Et en fait, je me suis un peu ennuyé, je vais dire, sur la première partie qui met du temps à se mettre en place. J'ai trouvé que les qualités techniques du film étaient plutôt bonnes. Et alors, par contre, à partir, on va dire, de la scène des catacombes, c'est festival. Mais Paris est une fête, mais là c'était la fête du slip. C'était n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'était fun. Et alors, techniquement, c'est plutôt chouette. On sent que Jean s'est manié une caméra. Et alors, la fin, c'est n'importe quoi. Alors, je reconnais, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Mais moi, je suis rentré dedans. Et ça ouvre tellement sur une suite potentielle sous la scène 2 que, voilà, il faut qu'il le fasse. Faut qu'il fasse la suite. C'est rien que pour la scène finale, faut qu'il fasse la suite. Il y a une promesse finale assez folle. Ouais. Pour le coup. Ouais. J'aurais presque aimé que le film commence à cette fin, perso. C'est peut-être pour ça qu'ils vont nous faire le 2. Ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Ouais. Ok. Après, tu parlais de la Shark Exploitation et tout, et en effet, quand t'as écumé un peu ce genre, les Asylum, les Ouija Shark, les Exorcist Shark et tout ce qui va avec. Mais même des films, je veux dire, de gabarit équivalent. Enfin, je prends des films comme The Requin, qui était sorti en 2022, avec Alicia Silverstone, qui avait quand même $10 millions de budget. Des films comme... pour les films récents qui sont sortis, The Reef 2, par exemple, qui est pas très bon. Ouais. Y a beaucoup de films qui sont Meg. sur des budgets... The Meg, qui est une... le premier, je l'aime bien, mais alors c'est le 2 qui est dur. N'importe quoi. Ouais, le 2, c'est ni fait ni à faire. Et là, par contre, c'est 200 millions, 200 patates pour faire un C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est pas le même budget, quoi, The Meg. Ouais. Mais c'est déjà un sacré gros budget. Hein. Je pense qu'on discutera des budgets après, mais 20 millions, c'est beaucoup pour un film de requin. Et au moins, le pognon, il est à l'écran. C'est-à-dire que les requins, tu les vois. On les voit souvent. Il y a des animatroniques, il y a des requins en images de synthèse. Et globalement, c'est quand même plutôt bien fichu. Alors, il y a quelques images un peu ratées, mais globalement, pour tout ce qui est tension, le fait de montrer les requins, le petit aileron qui apparaît au bon moment, je trouve que c'est bien amené. Alors après, je suis parfaitement d'accord que si on le prend pour un film fantastique et si on prend un film classique, ouais, mais c'est un film de requin. Et film de requin, faut avoir des ambitions. Voilà. T'as parlé des budgets, autant pour se poser un peu quand même quelques questions. En effet, t'as dit que c'est un gros budget pour un film de requin, c'est quand même aussi un gros budget pour un film tout court et surtout un film de genre en France, parce que c'est 20-25 millions, c'est pas trop où ça se situe, c'est entre les deux. C'est peut-être un des plus gros budgets pour le cinéma horrifique en France, il me semble. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, il y a quand même des films récents qui ont 5 fois moins. Je pense à Vermine, par exemple, qui est aussi un film d'agression animale avec les araignées dans un immeuble, qui a 4 millions, 5 millions, et qui aussi montre énormément. Moi, ça m'a un peu frustré, justement, de ne pas en montrer plus sous la scène. Parce que c'est vrai que l'argent est à l'écran. C'est vrai qu'il y a le festival final qui est fou, et en effet, de toute façon, tourner un film dans de l'eau, ça coûte toujours de la thune, parce que c'est toujours très chiant à faire. Donc le matos, les équipes qu'il faut, etc., bien sûr. Mais est-ce qu'au final... on n'écorche pas juste que le film pourrait être donné au final. Alors oui, on peut regretter effectivement que pour 20 millions, ça ne soit qu'une grosse série B un peu bis et un peu rigolarde, quoi. C'est-à-dire que ça aurait pu avoir d'autres ambitions. Moi, je vais voir le verre à moitié plein, en fait. C'est que un film comme ça, en plus, qui a plutôt un certain succès. Alors, on est très dur avec lui en France, particulièrement parce que c'est un film français, donc on aime bien taper sur les films français.
Ailleurs dans le monde, les retours sont plutôt bons. En tout cas, il est pris pour une grosse plaisanterie et un gros film un peu rigolo à voir entre amis le samedi soir. Mais je pense que l'intérêt, c'est que ça peut créer une dynamique, notamment pour tout ce qui est technicien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Ça montre qu'on a le savoir-faire pour faire quand même techniquement des films fantastiques et des films à effet qui soient un petit peu de qualité. Et qu'on peut mettre 30 millions, enfin 20 millions à l'écran sans mettre forcément Danny Boone, et qu'on peut aussi avoir quelque chose qui tient la route techniquement, et donc permettre aussi à des techniciens de bosser toute l'année. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Ce genre de film, tout comme Vermine, en fait, ça peut permettre d'avoir des équipes qui vont pouvoir faire ça à l'année. Donc, globalement, de dire aux producteurs, il y a le personnel, il y a les techniciens, donc c'est faisable. C'est faisable et je veux dire, s'il y a 3-4 projets de cette ampleur dans l'année en France, ça veut dire qu'on peut mettre les budgets pour, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que le film a très bien marché aux USA. Les critiques sont très très positives. Différence culturelle, je pense. C'est vrai qu'on aime bien taper sur nos propres films. Et en plus, on aime bien chier sur Paris, en France. Donc tout était là pour qu'on puisse détester ce film. On va quand même voir si les avis, comme le tien, qui est quand même au final plutôt positif, disons-le, sont partagés dans l'équipe. Lily, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Personnellement, j'ai eu énormément de mal à aller au bout du film. Je crois que je l'ai vu en 4 ou 5 fois, ce qui est assez rare. Du coup, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Parce que je pense, comme Rico... Je t'interromps 2 secondes. Oui. C'est la personne qui regarde Aerobic Killer le matin tranquille, qui a galéré et qui a vu le film en 5 épisodes. Oui, attends, mais je vais t'expliquer pourquoi. Mais déjà, je pense un peu comme vous que le gros problème, c'est que les 50 premières minutes mériteraient d'être beaucoup plus condensées. Moi, toute la mise en abîme, avec d'abord l'attaque de l'équipe de Bérénice Bejo, puis l'exposition des 2 groupes de protagonistes, à savoir les flics et l'association de protection animale, je trouve que c'est excessivement long et agaçant. Voilà, très agaçant. Parce qu'on a des gentils flics venus d'une époque hors du temps où on parlait de France black blamber, qui demandent très poliment aux SDF de partir après leur avoir donné quelques affaires parce qu'ils ont une grande âme. Et on a une équipe de Sea Shepherd plein d'idéaux et de naïveté avec des meufs aux cheveux bleus, ambiance alt-porn. Bref, moi j'ai vraiment envie de tous les baffer, d'autant que les dialogues sont aux fraises, c'est insupportable. Puis ce qui m'imaginait un peu du coup, c'est que dans le making-of, Xavier Jans, il explique qu'il voulait donner une dimension un petit peu écolo au film. Et là-dessus, je trouve que c'est plutôt raté. Vous le savez, j'ai travaillé dans la protection animale. Je trouve que les personnages de l'association sont des caricatures assez peu aimables. Je me suis sentie un peu insultée et je trouve qu'on n'insiste pas tellement sur les caractéristiques du requin et surtout de ce requin qui est une espèce exceptionnelle et pourquoi ce serait important de le préserver. Après, comme vous l'avez dit aussi, ça se veut être une série B à gros budget. On demande pas forcément à une série B d'attaque animale, comme l'a dit Rico, d'avoir des personnages super bien développés, un scénario hyper profond, mais moi, je trouve que si les personnages sont souvent des gros stéréotypes et l'intrigue pas finaude dans les films d'attaque animale que veut imiter Sous la Seine, dans ces films-là, on nous donne quand même à manger par ailleurs avec du fun, des attaques, du rythme. Et là, je trouve qu'on a 50 minutes de surplace avec en plus des petits ratés techniques. Par exemple, au tout début du film, il y a une incrustation de l'océan à travers les fenêtres du bateau. Elle est absolument hideuse. Alors, je pardonne ça à une prod New Image des années 2000, moins un film à 20 millions de budget, quoi. Pareil, Amélie, elle m'a fait remarquer, qui n'est pas là ce soir, mais je rends à César ce qu'il y a à César, elle m'a fait remarquer qu'à un moment, donc Bérénice Bejo, elle lit un article sur la disparition de son équipe. Le titre est en anglais et le reste du texte, en français. Donc, dans la première partie, il y a des petits détails grossiers qui me sortent un peu du film et je comprends pas trop parce que comme Rico l'a souligné, je sais aussi que Xavier Jans c'est loin d'être un mauvais metteur en scène et surtout, comme vous l'avez souligné aussi,
bah ça décolle vraiment dans la deuxième partie. C'est même plutôt pas mal, il y a du rythme. On installe brièvement, mais de manière efficace, les antagonistes, donc la maire de Paris et ses conseillers municipaux. On a des gros moyens visibles à l'écran, il y a la fameuse scène des catacombes, il y a la conclusion qui est spectaculaire. Donc je trouve qu'il y a des aspects vraiment assez réunis. Dommage qu'il soit rushé sur les 45-50 dernières minutes, quoi. Du coup, je comprends vraiment pas cette première partie, vraiment molle du genou, du cul, tout ce que vous voulez, où on s'ennuie pendant presque 1 heure, d'autant plus qu'en fait, je m'aperçois qu'on n'est pas là pour révolutionner la tambouille. En fin de compte, le développement du scénario, il est assez classique pour un film d'attaque animale. On a d'abord une caractérisation de la menace, puis une première attaque qui te permet d'évaluer la dangerosité de l'animal, puis la survenue du danger dans un endroit inhabituel, puis la découverte d'un nid, et enfin l'élément de résolution qui est de faire exploser le nid. C'est le canevas de plein de séries B du genre, voire même de séries Z, comme Les Rats Attack, Piranha, Predator Jurassic, Mimic, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mimic. Ouais, mais oui, c'est le même canevas que Mimic. C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup Predator Jurassic. Quoi ? mais du coup, je comprends d'autant plus pas la nécessité de faire autant de ronds de jambes pour arriver finalement là où on s'attend à aller, même si la fin, bon d'accord, elle est un peu surprenante. Encore une fois, le film gagnerait vraiment à être condensé dans sa première partie pour gagner en efficacité. Du coup, je suis restée un peu en mi-molle jusqu'au bouquet final, mais par contre, je reconnais que si on n'a pas l'habitude de manger de l'attaque animale par kilo entier et de manière régulière comme moi, bah ça fait le taf. Passer la première heure, juste faut s'accrocher pendant 50 minutes et je trouve ça assez dommage. Voilà. C'est honnête. Je vais passer la parole à Mathieu qui est bien silencieux. Est-ce que tu es d'accord avec l'avis de Lily ? Moi, je suis d'accord avec l'avis de Lily, je suis d'accord avec l'avis de Rico, dans le sens où je suis un petit peu comme vous. J'ai été surpris de voir à quel point le film se faisait fracasser sur les réseaux sociaux, ce qui m'a donné encore plus envie de le voir. Et en fait, je suis un petit peu comme la plupart des avis que j'ai pu lire. Genre quelques jours après, une fois que le film est sorti, en fait, les avis étaient peut-être un peu plus mesurés. Pour moi, c'est pas catastrophique, c'est pas forcément très bon non plus. On est face à une espèce de film un peu bâtard, quoi. Le film a déjà un pied dans le film de requin dit sérieux, dans le sens où voilà, le requin est entre guillemets normal. C'est pas un requin à 2 têtes, c'est pas un requin à 3 têtes, c'est pas un requin à 6 têtes, c'est pas un requin qui vit dans une tornade, il est pas sous le sable non plus, il est pas sous la neige, c'est pas un requin Frankenstein, c'est pas un requin fantôme, c'est pas un requin Ouija, c'est pas un requin nazi, c'est pas... Voilà, c'est juste un requin. Il a juste une petite particularité qu'on va pas dire, mais c'est un requin entre guillemets normal. Après, parmi les personnages, il y a des scientifiques, donc ça change un petit peu des gros benets qui se retrouvent en panne sèche en plein milieu de l'océan, et qui se disent qu'il vaut mieux sauter dans l'eau pour trouver des secours, enfin bon bref. On est dans une espèce de cadre entre guillemets réaliste. On est aussi à un moment qui est facilement identifiable dans un lieu identifiable. Donc on est à Paris à quelques semaines des JO. Et tout ça est très rapidement plombé par une écriture qui est, comme on l'a dit, complètement aux fraises. On a des dialogues qui sont à peine dignes d'un truc, de chercher le nom de Plus belle la vie. On a des personnages qui sont soit extrêmement bêtes, soit extrêmement mal écrits. On a donc des gentils flics. Voilà, je fais pas de commentaire. On a des écolos qui sont juste insupportables. Enfin, vraiment, c'est censé être les gentils dans le film. On est censé être de leur côté. On est censé vouloir en fait qu'ils arrivent à faire ce qu'ils essaient de faire. Sauf que ils sont juste insupportables et vraiment, enfin les quelques scènes où ils se font enfin bouffer, putain merci, parce que c'est à ce moment-là que le film redécolle, quoi. Voilà, donc il y a plein de choses en fait qui ne vont pas et qui font que ce côté un petit peu réaliste se tire une balle dans le pied. À côté de ça, on a le film qui a un autre pied dans la sharksploitation pure et dure, donc le côté vraiment débile assumé de la sharksploitation. On a donc cette espèce de parodie de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo mélangées l'une avec l'autre, en fait, qui fonctionne plutôt bien et qui détonne complètement avec ce qu'on a vu précédemment, donc pendant ces fameuses 50 minutes assez longues et assez chiantes. On a donc un final débile où les règles de la physique sont parties se pendre, parce que quand on prend la peine de réfléchir à ce qui se passe à l'écran, ça n'a absolument
aucun sens. Et bon, ok, soit, pourquoi pas. Enfin, c'était rigolo, c'était fun à voir, mais par contre, encore une fois, ça arrive beaucoup trop tard. On a un petit peu de gore à quelques moments, sauf que c'est très 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 timide. On a la satisfaction aussi de voir Monsieur Poulpe se faire bouffer par le requin. La satisfaction. Oui, satisfaction. Pourquoi Monsieur Poulpe aussi, c'est que Jean et Poulpe en fait ont travaillé précédemment sur un film que tout le monde a oublié qui s'appelait Budapest. Oui. Qui, je crois dans mon souvenir, était pas très très bon. Mais du coup voilà, on a des moments qui sentent un petit peu la série B qui tâche, quoi. La fameuse scène qui se passe dans les catacombes, c'est de loin la scène la plus réussie des films. Et là on se dit ah putain ça y est, enfin le film il choisit un petit peu la direction dans laquelle il veut aller. Sauf que il aurait dû prendre cette direction dès le début et pas nous casser les pieds avec 50 minutes d'un machin qui est certes très très bien filmé, parce qu'en termes de composition de plans, enfin il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes en matière de lumière aussi. Pour Dario, il y a des plans demi-bonnettes et tout, il y a des travelling compensés, il y a beaucoup de choses qui techniquement sont extrêmement Même des plans solides. larges, Dario. Troisième truc que j'avais noté dans mes notes, demi-bonnette. Mais tout ça, en fait, arrive un petit peu trop tard. Et au final, on a quelque chose d'assez bâtard, qui est encore une fois un petit peu le cul entre deux chaises, entre un machin sérieux, mais qui se tire très vite une balle dans le pied, avec donc encore une fois pas mal de bêtises et d'incohérences. Et d'un autre côté, un machin qui aurait dû être extrêmement fun, mais qui, pour le coup, démarre beaucoup trop tard dans le film. Et j'ai l'impression que c'est une espèce de joyeux accident qui pas forcément désagréable à regarder si vraiment on prend conscience du truc, mais qui en l'état est juste une petite série B calibrée pour Netflix, dans le sens où c'est spectaculaire mais pas trop, c'est gore mais pas trop, c'est débile mais pas trop. Enfin voilà, le film reste très timide et reste encore une fois à la surface de ce qu'il aurait pu et de ce qu'il aurait même dû être. Donc voilà, petite déception pour ma part, mais c'est pas non plus la catastrophe de l'année, faut pas exagérer. Est-ce que c'est pas un complexe très français de vouloir intellectualiser ce genre de choses, ce genre de production très fun? Je sais pas, parce que d'un autre côté, t'as Alexandre Aja, quand on lui propose de faire un film d'agression animale qui se passe dans la flotte, il fait Piranha, et il fait juste un petit discours sur le Spring Break et sur les Américains qui sont tous un peu bêtes dans ce genre de truc. Il s'embarrasse pas forcément de subtilité, quoi. Il en fout plein les murs. Là, c'est un petit peu ce que moi j'attendais aussi. Je voulais voir des mecs nager pour du triathlon, se faire becter les uns après les autres, et au final, bon, on a Poulpe et c'est tout, quoi. Je me demande quand même si Alexandre Aja avait fait son Piranha 3D en France, s'il n'aurait pas été accueilli de la même façon. Hein. Je Parce pense. que Piranha 3D, pour les trois quarts des gens, c'est un film américain d'abord. Ouais. Et je veux dire que ça aurait été Under New York et il y aurait eu le même truc, mais fait aux États-Unis, les gens ne se seraient pas posé de questions. C'est parce que c'est français aussi, hein, qu'on aime bien taper dessus, et que Oui. peut-être aussi parce qu'on attend tellement des films fantastiques de qualité qu'on s'emballe dès qu'il y a un truc à peu près correct qui a été fait, genre Le règne animal, voilà, qu'on porte au nu, même si c'est pas un grand film, mais parce que voilà, il y a de l'envie et des trucs. Et puis à côté de ça, les d'autres propositions, elles se font régulièrement assassiner parce que voilà, c'est français, donc forcément ça joue mal, forcément on cherche davantage la petite bête, quoi. En tout cas, moi c'est l'impression que j'ai aussi. Le film serait pas français, il aurait été beaucoup mieux accueilli. Il y a aussi en France ce cliché du le cinéma français c'est de la merde, qui est bien sûr faux, Ouais. mais qui est vraiment ancré très profondément dans la tête de beaucoup de personnes et de gens qui se rendent même pas compte qu'on peut faire ce genre de film. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris en voyant Vermine et qui disaient waouh, enfin un film d'horreur français, ce qui est entièrement faux parce que on peut remonter Ouais. le cinéma d'horreur français aux années voilà, hein, Bernard Lenoir est passé par là, faut pas oublier ça. Et Jean Rollin. Jean Rollin, bien sûr, c'est ça, les grands. Norbert Moutier, pourquoi pas, pendant qu'on y est. Ah. Mais non, je pense qu'il y a vraiment un combat à faire là-dessus et à montrer qu'en fait, on peut faire tout ça et que c'est presque... Au final, maintenant, ça roule bien. Hein. Tous les 3 mois, on a un film de genre français qui sort, quelque part, d'un côté. On a enchaîné... avec Romain Duris. Le règne animal. Le règne animal. Gueule Noire, Vermine, et maintenant Sous la Seine, en quelques mois, même pas un an, tu vois. Le Et le Vourdalac. Vourdalac aussi. Le Vourdalac. Ouais, le Vourdalac. C'est autre chose. Pour ceux qui l'ont vu. Voilà, non, c'est Il y ça. a même des films comme Acide, par exemple, des films Ouais. qui osent le spectaculaire. Moi, Acide, qui est un film que j'aime bien. C'est- Voilà, j'étais le seul en France à préférer Acide au règne animal, que j'ai trouvé surgonflé. Mais j'ai beaucoup aimé Acide.
ne serait-ce que parce que il y a des scènes qui rappellent un peu Spielberg et que voilà, il y a une volonté de faire un peu du cinéma spectaculaire, et puis c'est un film qui torture Guillaume Canet pendant la durée du métrage, comme dirait François Caux, donc ça ne peut pas être un mauvais film. C'est ça, puis même, on a vu aussi à Cannes The Substance qui arrive et tout, il se passe quand même beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, et petit à petit, je pense que le message rentre, mais qu'il y a encore ce vilain cliché qui prend de la place. Mylène, tu voulais dire quelque chose juste avant que je prenne la parole? Oui, pour moi, la grande différence avec Piranha 3D, c'est que Piranha 3D, il a pas le cul entre deux chaises et qu'il assume ce qu'il est. Ce que Sous la scène ne fait pas, à mon sens. Ouais. Et c'est vraiment là où moi je mets mon gros bémol. Il y a un message écolo dans Piranha 3D en plus. Mais message écolo, c'est plus un prétexte au début du film avec la bière qui tombe dans l'eau et qui cause le. Oui, mais du coup, il y va à fond, quoi. Pour moi, pour ce genre de film, c'est soit t'y vas à fond dans le sérieux, soit t'y vas à fond en mode faites du slip, mais l'entre-deux, ça marche pas, quoi. L'eau tiède de la scène, ça fonctionne pas pour moi. C'est ça. Après, je pense aussi que les Américains étaient très friands de ce côté très gore, très très violent, et c'était aussi ce que cherchait Alexandre Aja. Et je me demande à quel point Netflix a pu influencer la production pour Sous la scène. Est-ce qu'il y a un cahier des charges et tout? C'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir Xavier Jean en interview pour cet épisode, pour dire en fait comment ça se passe de faire un film comme ça avec Netflix. Est-ce que c'est vraiment freestyle? Parce que pendant un temps, Netflix donnait liberté créative totale à leurs auteurs, ce qui avait été vendu par Scorsese et tout quand ils les avaient. Et apparemment, ça a un peu changé. J'aurais bien aimé savoir, en fait, est-ce qu'ils sont derrière ou pas? C'est déjà cadré quand même depuis quelques années. Je crois que ça date d'avant Covid, la série Maniac. Rien à voir avec le film de Lustig. C'est une série de science-fiction rétro-futuriste produite par Netflix. Et le réalisateur disait que malgré le fait qu'il ait eu quand même une certaine liberté artistique, la série ne ressemble à aucune autre, que Netflix lui imposait des choses et très souvent basées sur les comportements des utilisateurs. En fait, des analyses de données des comportements des utilisateurs, qu'est-ce qui était susceptible de mieux marcher et tout, et lui donner des directives dans ce sens. Donc c'est déjà calibré depuis une bonne paire d'années, même plus, quoi. Ouais, pour un film, j'ose espérer que c'est un peu différent, parce que t'as pas le côté, t'as des données qui arrivent à chaque épisode, tu vois. Donc tu peux pas vraiment. Non, c'est une mini-série, elle a été tournée d'un bloc. Ah ouais. Ouais, et puis il y a une petite différence quand tu t'appelles Scorsese sur la liberté artistique que quand tu t'appelles Xavier Jean. Et puis lui, il sait de toute façon qu'il bosse sur de la série B la plupart du temps, donc il bosse aussi avec des contraintes qui sont aussi des contraintes de production. Je rappelle quand même aussi qu'il y a Yannick Dahan quand même au scénar. Le vrai méchant de l'histoire pour moi. Je reviendrai très vite. Ceci explique cela, d'une certaine façon. Je pense qu'ils ont dû avoir un cahier des charges, effectivement, en tout cas des trucs un peu à faire, et que tout le côté mauvais... tout le côté un peu Paris fantasmé, il se moque beaucoup, je trouve, des tropes de ce genre de trucs. Les flics, effectivement, je pense que c'est volontaire qu'ils soient aussi caricaturaux. Le côté, effectivement, flic black blanc beurre qui viennent aider les clochards, mais t'as aussi les activistes, le côté un peu boomer du film sur les activistes écolos. Alors bon, voir des activistes écolos se faire bouffer quand on est grenoblois, ça fait toujours chaud au cœur, mais mais globalement, je pense que derrière, ils ont pris le truc pour faire un petit peu un doigt d'honneur à une certaine, je veux dire, bien-pensance telle qu'eux l'aperçoivent, des tropes de ce genre de films tels qu'ils sont faits. Et je pense qu'il y a une volonté aussi de pervertir un petit peu ça et de s'en moquer. C'est le truc pour moi qui me montre le plus, c'est le coup des traumas en fait. Tous les persos ont des traumas quasiment. C'est obligatoire. Il faut que ça commence par la scène obligatoire dans les films de requins où l'héroïne, son mari s'est fait dévorer, elle a un trauma. Oui. Le flic, il a un trauma, mais alors le trauma sorti du chapeau, quoi. C'est vraiment, j'étais militaire, ouais, c'est ça. J'étais militaire, j'étais un lâche, ils sont tous morts. Ça sert à rien ces traumas. Mais les otages ont été sauvés, hein. Otages, la mission a été réussie, mais ils sont tous morts. Ouais, ils sont tous morts. Et je pense qui a volontairement, c'est pour ça aussi que c'est aussi outré, y compris la représentation de la mer de Paris, je pense qu'ils se font plaisir aussi à taper en fait sur des tropes et sur des attendus. Mais le problème c'est qu'ils le font pas très bien en fait. Et ce qui fait qu'on s'emmerde un peu dans le film, ça je le reconnais. C'est ça, c'est filmé aussi d'une manière très premier degré, ça aide pas en fait. L'esthétique du film est dans premier degré de fou, ce qui fait que tout ce décalage il marche pas, sauf à droite à gauche. En effet, Valérie Hidalgo, elle est
exceptionnel. C'est un des rares moments comiques du film qui fonctionne, je trouve. Mais après, c'est quelque chose qui touche aussi à Yannick Dahan depuis ses débuts dans le cinéma. La Horde, qu'il avait co-réalisé et co-écrit, souffrait déjà de ce problème. On tente de jouer avec les clichés du genre du film de zombies, du coup, dans La Horde, et on se foire totalement dans l'écriture des protagonistes, parce que dans La Horde, du coup, ça se passe dans une cité, je sais pas si vous vous souvenez de ce film, et l'écriture des personnages de cité, elle est déjà terrible. Ils sont vraiment à ça de dire « Wesh, mon rebeu sûr, aurais-tu du hashish pour ce soir ?» Tu vois, c'est très comique à voir, et tu retrouves vraiment ça, je trouve, dans Sous la scène, avec les écolos, avec les flics, etc., avec ce point de vue un peu maladroit qu'il a pour nuancer des protagonistes. Et même si c'est, je pense, voulu pour un peu un côté parodique, t'es dans une sorte d'entre-deux gênant tout le temps, quoi. Surtout les écolos, c'est dur. Les deux écolos, c'est pas loin d'être insultant. J'ai rien contre les protagonistes clichés, je m'en bats les couilles, mais quand ça va à l'encontre du message du film, c'est un peu contre-productif, je pense. Enfin, ton film, il est censé être écolo. C'est ça. Ouais. Mais du coup, les écolos, tu les dépeins comme des gros cons. Et une fois qu'ils sont mis hors jeu au milieu du film, tu proposes rien derrière. Parce que après, en fait, le message écolo, une fois que les écolos sont plus là, tout le côté, il y a un requin dans la scène, on devrait peut-être l'enlever, c'est une nouvelle espèce, qu'est-ce qu'on fait et tout, ça disparaît. C'est vraiment, putain, le requin, il fait des saltos. Je sais pas si vous avez vu. Enfin, c'est... Et puis on flingue, on tire, c'est ça. Moi, je me suis dit, mais c'est ça y est, on est réac en fait. Et c'est bon, bah des films réac, il y en a plein. Voilà, c'est pas grave, mais est-ce qu'on se tire pas un peu une balle dans le pied d'un coup là ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Tu vois, ça jongle un peu partout et j'ai l'impression que ça tombe jamais là où ça devrait tomber. Le film, ça n'est que ça. C'est un pied qui se prend des balles pendant 1h40. Ouais, c'est le même pied pendant 1h40. C'est ça. Il va vachement moins bien marcher maintenant. Non, mais c'est l'avantage du comique de répétition, ça finit par faire rire à l'usure. Ouais. Ah mais c'est ça. Mais moi, au deuxième salto du requin, j'étais dedans. C'est bon, ils m'ont eu, tu vois. C'est ce qu'il fallait. T'as de la chance. Sachant que dans tout ça, il y a deux personnes qui, pour moi, tentent de porter le film. T'as Xavier Jean et sa caméra qui, quand même, se donnent dans les séquences sous-marines, etc., où c'est plutôt joli. Et j'imagine que, de toute façon, le gars, il a tout donné pour que son film ait de la gueule, parce que ses films sont toujours quand même plutôt beaux, même ils se tiennent même quand il n'y a pas d'argent. Et il y a Bérénice Bejo, qui cabotine. Je trouve qu'elle joue pas dans le bon film, Bérénice Bejo. Comme souvent. Elle est pas dans le bon parce film. qu'elle joue trop bien pour une meuf qui a un coquillage autour du cou, en mode hippie des années 2000. C'est ça, et les dialogues ne l'aident pas du tout. Enfin, les dialogues où elle parle de son trauma au début, ou tout ça, je me dis, oh là 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 là. C'est Nassim Niasse, lui, qui a par contre l'impression, il est pas là, lui, il a pas compris, alors qu'il est excellent dans Farang, mais alors là, tu sens qu'il a pas compris son perso, il a pas compris ce qu'il doit faire. Il lit son texte, il se dit mais qu'est-ce que je fous là ? Ce genre qu'est-ce que c'est que ce truc ? De comédien, ça marche bien dans un film d'action parce qu'il y a le côté physique du mec qui joue un peu. Bah là, en fait, à part tirer des balles et nager et crier, le mec il fait rien quoi. Il est pas bien utilisé. Son perso de, je trouve. Oui, son perso de flic est tellement lisse que c'est insauvable quoi. Voilà, t'as rien à lui injecter à ce perso à part un trauma en carton quoi. Oui, c'est ça, mais comme 3/4 des personnages au final, hein, c'est compliqué. On va passer la parole quand même à Dario. Dario, toi tu n'as pas aimé le film, il me semble. Non, j'ai pas aimé. Bon, comme j'ai dit au début de l'épisode, j'ai une rage dedans, donc je vais essayer d'être aussi éloquent qu'à l'accoutumée. Voilà, j'arrive pas à le dire. Bon, on a déjà dit pas mal de trucs sur le film. Moi, le premier gros reproche en fait que je fais au film, et en même temps, ça explique un peu les critiques françaises et les critiques américaines, c'est que le film, pour moi, essaye d'être un film américain, dans le sens où c'est une production Netflix, donc forcément c'est un peu aidé. Xavier Jean qui a réalisé Hitman par exemple, qui est plutôt une production faite pour les Américains, avec un public américain visé quoi. Et du coup le film en fait il essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, et c'est un peu ce qui me gêne le plus, où en fait on pourrait croire qu'on est devant un film de requin un peu débilos comme il y en a 1000. Sauf qu'en réalité ça se passe à Paris et c'est un auteur français, et du coup ça devrait pouvoir dire des choses qu'un film américain ne dit pas. Or là on se retrouve dans un film où on fait des références pêle-mêle à Aliens, Jurassic Park, Predator, Abyss. Abyss évidemment, et on peut même aller jusqu'aux Simpsons, puisque pour moi le final du film c'est un épisode des Simpsons. C'est vrai. Ça s'appelle La Nuit du Dauphin pour ceux qui sont fans des Simpsons. Donc voilà, moi je trouve que le film rate un peu ce qui devrait être, et
par extension, donc moi aussi j'ai regardé le making-of sur Netflix là qui dure 18 minutes, je pense que tout le monde l'a regardé. Dans ce making-of là, Xavier Jeans, bon déjà il porte un t-shirt du Nostromo, donc c'est bien pour montrer qu'il est fan de cinéma populaire américain, il arrête pas de le dire, il dit ouais en France on a du mal à faire du cinéma populaire, etc. Sauf que lui, il essaye un peu de faire du cinéma populaire qui a un message, mais il n'arrive pas à savoir réellement ce qu'est son message. Plus, dans le making-of, Xavier Jeans nous dit « Non, mais moi, en fait, ce que je voulais faire avec le film, c'était pas diaboliser le requin, pas faire comme les films américains, où, en fait, le requin, c'est juste un méchant. Moi, j'ai regardé des documentaires sur les requins et j'ai envie d'avoir une approche un peu documentaire sur le requin. » Je trouve que, c'est, comme tu l'as dit, Romain, c'est vraiment la promesse qui est absolument ratée, dans le sens où à partir du moment où le requin s'appelle Lilith, tu lui donnes déjà une personnalité et tu dis déjà au spectateur que c'est le méchant du film, en fait. Je comprends pas trop, il y a des choix de mise en scène non plus qui m'échappent un petit peu. Bon, évidemment, la demi-bonnette, qui est mon chien de bataille, c'est jamais vraiment très beau, la demi-bonnette, à part quand on s'appelle Brian De Palma. Et je trouve aussi que ce fameux plan qui s'appelle la machine à laver, là, c'est juste un plan machine à laver. Je trouve que ça n'apporte absolument rien au film. Et ça dure 2-3 minutes, un plan avec une caméra qui tourne sur le même axe, avec les acteurs qui tournent en même temps, et c'est censé donner le tournis et dire que oui, ils ont été renversés par une grosse vague, et du coup on perd un peu l'orientation. Oui, mais dans ce cas-là, on se fait un peu chier quand même, je trouve, et en plus ça donne envie de vomir, donc je comprends pas les choix de mise en scène qui ont été faits. Et petit bémol, mais le film en est un peu parsemé, je trouve. Il y a plein de trucs qui te sortent du film, c'est Lily qui t'a dit, je crois. Mais personnellement, pour avoir déjà filmé sous l'eau, j'ai du mal à croire que la scène soit aussi propre que ça. Parce que, en réalité, même quand tu peux filmer dans l'eau la plus propre du monde, ça sera toujours hyper trouble. Et là, en fait, la scène qui est... Bon, je pense que ici personne sain d'esprit voudrait se baigner dans la Seine, même si apparemment, maintenant, elle est nettoyée pour les JO. Je pense que la Seine, si t'as pas 3000 projos dans l'eau, tu ne peux pas voir en fait à 1 mètre de toi, quoi. Après ça, je pense que c'est plus pour le... Évidemment, pour mais c'est juste que en fait ça fait partie de plein de trucs qui, moi personnellement, m'ont sorti du film. Ok. Au-delà évidemment du côté caricatural en fait des persos, de tous les persos, j'allais dire des persos de activistes, mais en fait tous les personnages sont un peu caricaturaux. Notamment la fille, enfin la meuf de celle qui a les cheveux bleus là, celle qui est le hacker du groupe. Je trouve que c'est vraiment la caricature de je suis hacker. Regardez, je vis dans un squat entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un appart parisien qui vaut des millions, mais comme c'est pas très éclairé, on peut dire que c'est un peu délabré, sauf que y a des néons dans tous les sens, elle porte un bonnet et elle a un teddy pendant qu'elle est en train de hacker. Et vraiment, c'était à 2 doigts qu'elle nous sorte. Windows en plus, tu vois, elle tape n'importe quoi. Ouais, c'est bon, le requin, la balise est morte. Elle tape elle-même les points exés quand même. Ouais, c'est ça. Et c'était à 2 doigts d'entendre cette fameuse phrase dans tous les films où il y a des hackers, c'est I'm in, je suis dedans, quoi. Je suis dans le requin. Mais en fait, on a aussi parlé des dialogues du film qui sont donc plutôt mal écrits. Et il y a aussi ce côté-là en fait caricatural en fait dans les dialogues. Il y a notamment, je comprends que le film essaie de faire une référence rapide à Jurassic Park, parce que je suis un des plus grands bandeurs de Jurassic Park du monde. Mais Bérénice Bejo dit leur vision est basée sur le mouvement. Vraiment là, je crois que c'est le moment où je suis mort à l'intérieur. je me suis dit, j'ai déjà vu Jurassic Park en fait. Première minute du film, je me dis, j'ai déjà vu Aliens, en fait, ce truc d'escouade qui plonge pour aller chercher un truc et qui se fait buter petit à petit, et on revient sur la caméra embarquée de chacun de cette escouade. Il y avait même ça dans Jurassic World. J'ai déjà vu, en fait, Aliens, j'ai déjà vu Jurassic Park, j'ai déjà vu Jurassic World, j'ai déjà vu Predator, parce que vous n'allez pas me faire croire que la scène où les flics tournent en rond à 2 Zodiacs et tirent dans l'eau, genre sans se poser de questions, il mitraille dans l'eau. Déjà, bon, c'est ridicule de 1, et de 2, bon, je vois une référence à Predator, mais
Le sniper dans l'eau est fabuleux. Le mec, il est à 100 mètres, les couilles, il va les gens tirer. Il lâche une grosse balle de sniper dans l'eau au hasard, tu sais. Mais ça me choque moins que les deux Zodiacs qui tournent en rond en fait et qui tirent comme des débiles en plein milieu de l'eau, alors que le requin, ils ont aucune certitude qu'il reste entre les deux Zodiacs. Surtout que le bateau tourne aléatoirement. Mais oui. Sans raison. Alors pour le style, en mode, oh putain, faut tourner les mecs. Et tu sais pourquoi? C'est pendant tout le film, ça. Vous observerez les Zodiacs pendant tout le film, c'est n'importe quoi la navigation. Ouais. Oui. Ils font des tours sur eux-mêmes qui servent à rien. Enfin, c'est. Oui. J'adore. Mais après, moi, je me demande si le côté sérieux de la première partie, c'est pas aussi ça qui a plu au public américain. Dans le sens où eux, ils ont peut-être beaucoup plus l'habitude que nous de bouffer de la sharksploitation débile à base de requins qui volent et de requins qui viennent de l'espace. Et là, pour une fois, ils ont un requin à peu près normal, mais en plus, dans un cadre qui, pour eux, leur vend peut-être un peu de rêve à l'approche des JO, quoi. Donc, le côté Paris filmé un petit peu comme une carte postale avec des plans larges et tout, des plans sur la Tour Eiffel, tout ça. Est-ce que ce truc-là, en fait, a pas joué dans l'appréciation du film, de leur côté, quoi? Alors, pour avoir vu quelques critiques, en fait, il y a ce côté carte postale française qui a joué, mais quand même tout ce qui revient tout le temps, c'est le final, en fait. Et c'est ce qui fait que les gens vont retenir le film. C'est clairement le final, et beaucoup de critiques sont là aussi à dire, si tout le film avait été comme les 40 dernières minutes, il aurait été parfait, quoi. Mais c'est aussi parce qu'ils ont tellement l'habitude de voir des merdes, de voir des films perfectibles, qui sont... donc là, ils disent, au moins techniquement, ça ressemble à quelque chose. Il y a un côté très européen, très léché, très... on voit que c'est du cinéma un peu arty. Et puis, il y a ce final complètement frappadingue. Et je pense que ils n'ont pas ce recul de se dire c'est français, donc forcément, il faut que c'est un message, etc. Ils se posent pas ce genre de questions. C'est quand même le peuple qui a produit Cocaine Bear et Medgator, quoi. Et Krakoun aussi. Et Krakoun, j'allais le dire. Krakoun. Ils ont toujours adoré le cinéma de genre français aussi, là-dessus. Oui. C'est eux qui nous font venir à chaque fois. Sébastien Vanitschek, il est parti là et tout. Oui, ils nous avaient pris Aja avant, voilà. Ils nous prennent tout de toute façon, voilà. Donc Dario, continue donc ta critique. Non, mais je n'ai pas énormément de trucs à dire en plus. Juste, ils ont eu raison de le sortir sur Netflix et pas de le sortir au cinéma. En fait, ce genre de film, je suis pas sûr qu'en France ça fonctionne au cinéma et c'est sûr que tu perds de l'argent. Alors que là, sur Netflix, tu peux le sortir directement dans le monde entier, quasiment, avec très peu de coûts pour Netflix. Donc, je pense qu'ils ont été très intelligents avec ça. Après, je veux pas critiquer le travail en fait des gens qui ont travaillé sur le film, sur la 3D, parce que je trouve quand même que le requin en 3D il est un peu dégueu, moi. Bon, après je suis pas un expert de films de sharksploitation comme notre ami Rico aujourd'hui, mais je trouve que quand même c'est un peu dégueu. Je trouve qu'en termes de compositing, il est pas très bien incrusté. En général, les attaques, pareil, j'ai l'impression que ça manque un peu de flou de mouvement en fait, surtout pour un requin numérique. Après, je comprends que 25 millions de budget, c'est pas énorme en fait pour faire un film d'attaque animale tout en 3D. C'est sûr. Pour que ce soit photoréaliste. Donc c'est des trucs que je comprends. Je pense qu'ils ont été bloqués par le budget, peut-être par le temps également. Par contre, je voulais souligner que je trouve que le compositing de la ville, et ça tu le découvres en fait en regardant du coup le making of, les incrustes en fait de la scène sur la ville de Paris. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils sont dans l'eau, quasiment, ils sont pas dans la Seine. En fait, ils sont dans des bassins exprès, que ce soit en Espagne ou en Belgique. Je trouve que le compositing pour incruster les acteurs dans l'eau et dire que non, ils sont à Paris. En fait, regardez, il y a Paris tout autour. Je trouve que quand même, c'est plutôt très bien fait. Ça, j'avoue qu'en regardant le film, je me suis jamais posé la question une seule fois de me dire que putain, l'incrustation est pas très belle, quoi. D'accord avec toi. Même si je trouve c'est ma critique perso du décor. On a l'impression de pas être à Paris pendant la première partie du film, je trouve. Parce que ça souffre d'un syndrome qui est très propre au film américain souvent. Quand, dans un film américain, on montre Paris, on montre la Tour Eiffel sur tous les plans. Et dans la première partie du film, quel que soit le plan, où que tu ailles, la Tour Eiffel, elle est dans le flou de l'image derrière. Constamment, t'as l'impression que le film, il est tourné en studio sur fond vert un peu, et qu'on te dit, si c'est Paris, regarde. Ils sont dans la rue, il y a la Tour Eiffel. Ils sont 2 minutes après dans le commissariat avec les brigadiers. La Tour Eiffel est dedans aussi. Enfin, tout est là pour te faire croire que c'est Paris. Et comme tout est dans le flou de l'image, un flou un peu numérique, tu dis, ok, c'est un peu fécos quand même. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est décevant, je trouve, moi, parce que en fait, mettre Xavier Jeans à la réalisation d'un film qui se passe en France, tu pourrais te dire qu'on va éviter cet écueil de réalisateur américain de se dire, ok, ça se passe en France, faut que je monte la Tour Eiffel absolument.
Et du coup, c'est pour ça que c'est décevant, en fait, je trouve. On trouve pas la culture parisienne. Les rats par terre, c'est ça. Tu vois. C'est un Paris très propre. Voilà. Un peu trop. Ouais, il y a personne dans les rues en plus. Hein. Ça va. C'est ça. Et pour terminer, je viens d'y penser, mais pour donner du poids à mon argument que pour moi c'est un film qui est fait pour les Américains et pas pour la France, c'est que le premier plan où on est à Paris, après le flashback du début, c'est un plan sur la Statue de la Liberté miniature qu'on trouve à Paris. Voilà. C'est vrai. Je sais pas si vous avez oublié, mais oui, c'est vrai. Preuve que pour moi le film est calibré pour les Américains et que le film essaye d'être un film américain, du coup. C'est pour ça que ça leur plaît, d'ailleurs. Je pense que oui. On va finir avec toi, Mylène. Qu'est-ce que tu en as pensé au final ? Est-ce que tu vas rehausser un petit peu la note du film ? D'ailleurs, attends. Sous la scène, slasher ou survival, déjà. Non mais là, faut arrêter. S'il y a un requin, c'est pas un slasher. Stop, là. Je répète, les Dents de la Mer, c'est pas un slasher. Stop, on arrête les conneries. Hein. Non, mais... c'est un found footage. Voilà, totalement. Elle a raison, Lily, écoutez la Queen. Non, ma rencontre avec Sous la Seine, elle a été compliquée, on va dire. C'est-à-dire que j'ai vu 4 fois le film et je crois que j'ai pas réussi une seule fois à le voir en entier. Les 3 premières fois, je me suis endormie toujours au même moment, quand même. Je me suis réveillée toujours au même moment. À quel moment ? À chaque fois, je m'endors quand on commence à arriver avec la bande d'écolo et je me réveille au final. Voilà, c'est toujours... Je pense que le film, il a un effet hypnotique sur moi parce que la 4e fois, je me suis pas endormie. Mais en fait, genre, j'étais là, j'étais pas là. Genre, j'ai fait de la méditation devant ce ventre mou où en fait, j'étais plus dans le film du tout. Donc, il m'a complètement perdue. Et là, je vous rejoins sur le fait qu'il y a un énorme souci de rythme, il y a un énorme souci d'écriture. Enfin, pourtant, je me tape des tartines de films pourris de requins qui, donc comme Ouija Shark, voilà, qui ont vraiment des levels très douteux, des films où t'as des requins qui sortent des chiottes. Et pourtant, bah là, en fait, j'y étais pas. En fait, j'ai pas réussi à me concentrer. C'est l'une des premières fois que ça me fait ça. Et je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, le fait que le film soit le cul entre deux chaises, ça m'a vraiment perdue. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, ok, je vais en prendre plein les yeux, ça va être trop cool, il y aura du sang partout, ça va être très très rythmé. Enfin, j'étais vraiment à fond dedans, quoi. Et en fait, quand on a commencé à perdre le rythme, quand ils ont commencé à essayer de nous faire des personnages faussement tendres, faussement blessés par la vie, oh mon Dieu, c'est bon, enfin, ça m'a énervée. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là où moi, je me suis complètement perdue. Je savais plus ce que le film voulait me raconter. Et du coup, j'étais plus dedans. Et bon, quand le final est revenu, là, je me suis réveillée. Et je trouve que c'est dommage parce que si le film avait été mieux rythmé, mieux condensé, si on n'avait pas essayé de caler des faux... on va dire des faux profils à certains personnages qui fonctionnent pas du tout parce qu'encore une fois c'est mal écrit. La différence entre Sous la Seine et Vermine par exemple, c'est totalement l'écriture du film. Je pense que c'est pas très compliqué de caractériser un personnage sans en faire des caisses et sans lui donner des petits skills comme si tu jouais à un jeu de société avec un requin dans la scène, quoi. Et finalement le requin il me fait pas peur à aucun moment. J'ai pas de tension, j'ai pas je veux juste voir un peu de sang. Mais là, encore une fois, je suis un peu frustrée. Et en fait, j'ai plus peur de voir les personnages nager dans la Seine et choper une maladie improbable que vraiment de ce requin. Et sauf qu'en fait, c'est pas trop le but du film. Et je me sens hyper frustrée. Encore une fois, je trouve que voilà, le final est très réussi. La scène d'intro, je l'aime vraiment beaucoup. Franchement, entre la scène d'intro et ce qui se passe après, il y a vraiment une espèce de gap qui s'est créé dans mon cerveau. Et je pense que pour ma propre protection, c'est pour ça que je me suis déconnectée. Parce que justement, mon cerveau a dû se dire « Arrête-toi là, reprends au final ». Et ouais, je suis un peu déçue. Je m'attendais à mieux. Il y a des petits moments où j'ai beaucoup ri. Comme vous l'avez dit, ça fonctionne totalement. Enfin, je veux dire, cette mère, on a trop envie qu'elle se fasse bouffer. Enfin, donc ça marche très bien. Monsieur Poulpe qui se fait manger, ça marche super bien. Et encore une fois, ces petites fulgurances font que je suis un peu frustrée. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que soit il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, soit il n'a pas osé le faire, soit il a voulu mélanger trop de choses. Et en fait, à la fin, ça fait une espèce de tambouille qui finalement, sur la globalité, se tient pas vraiment. Et autant si le film avait été complètement pété, what the fuck, tout du long, avec même quelques bugs de réalisation et tout, je pense que je l'aurais accepté. Genre vraiment en mode Piranha 3DD, quoi. Je me serais dit, ok, là, le mec, il y va à fond, il assume ce qu'il est, il me ment pas sur ce qu'il me vend. Mais là, j'ai l'impression que soit il a voulu faire un film sérieux et qu'en fait, il a pas su comment incorporer des éléments de la charge PlayStation avec et du coup, il s'est un peu perdu. Soit le contraire, qu'il a voulu faire un film un peu foutraque et se dire, ouais, mais il faut quand même que je donne des sentiments à mes personnages. Enfin,
Voilà, j'ai l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il fait au final. Pour moi, j'ai tendance à être un peu plus chiante avec ce film pour ça. Parce que justement, soit tu me vends un film hyper sérieux et là, en l'occurrence, je le prends pour ce qu'il est, soit un film complètement fait du slip et là, je sais ce que je vois. Mais du coup, là, c'est trop le cul entre deux chaises pour que je puisse dire que ça fonctionne pour moi et le début et la fin suffisent pas à me faire dire que c'est un bon film. C'est pas non plus une purge. Je veux dire, des purges, c'est Ouija Shark, vraiment. C'est ce type de film. Ça, c'est des purges. Mais comme on disait, voilà, comme on dit avec Az, vraiment les 1 sur 10, vous savez pas. Mais c'est vraiment des trucs horribles qu'on peut voir des fois. Donc ça, c'est des purges. Ce film, après, personne ne vous force à regarder des films. Mais non, mais 10, c'est pour la science. C'est pour la science. À part Romain, des fois. C'est pour la science, Dario. C'est pour la science. Ah oui. C'est important. Non, mais nous, on aime L'aventure. ça, Dario. On est un peu maso, tu vois. Une partie des gens va comprendre et une autre partie va se dire mais c'est quoi ces malades. Mais quand t'as appris le goût de l'exploration des bas-fonds du cinéma, il y a un avant et un après qui se crée. Bon bah Rico, Nanarland, je pense que tu pourras valider ça, tu vois. Bah nous c'est quasiment de l'urbex. Ouais, de l'urbex sale à ce stade. C'est l'urbex à Tchernobyl, nous. C'est ça, là, j'ai vu le nouveau Neil Breen l'autre On n'en jour. revient pas indemne, mais bon. J'en arrive à être presque déçu quand le film est pas si mal. C'est ça. C'est vrai. Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire. C'est dans mes soirées, mes deuxièmes parties de soirée, quand ma femme est partie se coucher et qu'elle dit bon c'est bon, je te laisse la télécommande, tu peux voir tes merdes. Et c'est en fait explorer le fond de catalogue d'Amazon Prime. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ouais. Là dernièrement, ils ont des films des films de Yeti tournés en amateur par un frappadingue en plein cœur des États-Unis, mais qui ferait passer du Marc Polonia pour du Scorsese. Ils ont des films indéfendables, inregardables, et ça a un côté vraiment fascinant. Alors après, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de notre vie, hein. Ça, Vous êtes des explorateurs. Mais je pense Ça, des faut fois, t'as un dire, peu l'espoir de l'explorateur. trouver un truc bien, tu vois. Enfin, tu lances un film. Moi, j'ai toujours pas appris de mes erreurs, mais à chaque fois, je me dis, l'affiche est bien, je le sens bien. oui. Et ça, c'est un truc, ça fait des années, je J'ai eu sais le tour que avec c'est The pas vrai. Resort cette semaine. Mais ça me fait... Pardon. Ouais, pardon, vas-y. Ça me fait penser qu'il y a un truc qui m'apparaît. Là, j'ai une illumination. Un de mes films d'attaque animale préférés, c'est Alligator de Lewis Teague. Que j'imaginais être une série B très nanardesque et tout. Et au final, je me suis retrouvée devant un truc très fun. Excellent. Et très cool. Intelligent. Et en fait, je m'aperçois que Sous la scène lui ressemble beaucoup. Sauf qu'il est pas parvenu à retranscrire l'idée. C'est-à-dire que dans l'incroyable Alligator, il y a ce truc du flic qui sait qu'il y a un alligator dans les égouts, mais sa hiérarchie ne veut pas le croire. Et du coup, il va chercher une scientifique qui va l'aider, qui agit pour la protection animale, un peu comme dans Sous la scène. Et il y a tout ce truc de destruction de la ville de manière spectaculaire par un animal unique. Et mais le film est du coup très fun, très jouissif, mais parvient à te faire passer l'idée que tout ça, ce serait pas arrivé si on vendait pas des animaux exotiques à n'importe qui. Voilà, donc en fait, il arrive quand même à avoir son petit message écolo, même si ça vole pas très haut. Et j'ai l'impression que Sous la scène a essayé un petit peu de recopier cette structure qu'on retrouve dans plein d'autres films d'exploitation animale, bien sûr, et n'y est pas parvenu en fait. Et resté sur un truc très bancal. Voilà, comme disait Mylène, ne sait pas sur quel pied danser. C'est quoi le message de Sous la scène d'ailleurs ? Je suis en train d'y réfléchir, mais. Nique les SDF. Soyez gentils avec eux, ils vont quand même crever. Ne nage visiblement, pas tu vois. dans la scène. Oui. Ouais. Bah moi je dirais que c'est avec toutes les saloperies qu'on fout dans la mer, la nature va se venger et va même alors si on va plus loin, c'est quand même que le danger vient quand même essentiellement de requins femelles, hein. Donc les écologistes qui font n'importe quoi, c'est des filles, la mer c'est une femme, Lilith c'est un requin femelle, et comme dans Jurassic Park, les requins se reproduisent uniquement par parthénogenèse. Donc, est-ce que c'est un film masculiniste ? Est-ce que c'est un film qui nous dit que le danger, c'est les femmes ? Voilà, je me pose la question parce que c'est un peu... si on additionne tout... C'est aussi le principe que la nature, elle se venge comme parce qu'on la malmène comme le corps des femmes. Et là, ça peut être aussi un truc à faire en lien. Mais je pense pas que ça soit maîtrisé pour être vraiment de l'écoféminisme. Au contraire.
Après, il y a tout un truc sur le continent de plastique. En fait, ouais, mais ça dure 5 minutes au début, et puis on nous parle jamais de c'est à cause de ça que le requin aurait pu muter ou un truc comme ça, tu vois, genre ça va nulle part. Je pense que c'est mal écrit et que du coup le message de départ ça devait être que ce requin ne pouvant plus vivre dans son milieu naturel s'est adapté à un autre milieu et du coup crée du danger chez nous quoi parce que on a malmené la nature, continent de plastique. Voilà. Non, je disais c'est vraiment pas original parce qu'en fait c'est aussi le pitch de l'attaque du requin à 3 têtes. Oui. Alors que lui il a 3 têtes donc c'est quand même plus sympa. C'est la gire de plastique, c'est déjà fait. Et puis le fait de la nature qui se venge sur les agressions de l'homme, c'est tellement tarte à la crème dans ce genre de film parce que c'est quand même aussi la fête du ta gueule c'est magique. Ta gueule c'est des mutations. C'est-à-dire que le requin il peut tout faire. Il a muté, il a évolué. Ta gueule c'est la science quoi. C'est vrai que ça devient un peu facile. Il y a un côté de facilité, ouais. Sachant que c'est un genre, le genre du film où la nature reprend ses droits, qui a déjà été torché depuis des décennies. Je pense à Long Weekend, qu'on avait déjà fait ici, qui est excellent dans le genre. Qui maîtrise 1000 fois mieux le sujet, quoi. Exactement. Je pense qu'on a déjà plus ou moins tout dit sur le film. On va quand même recentrer un peu le débat. J'ai quand même un petit point positif pour finir. J'ai un petit point positif. Si tu veux... La note positive pour finir, vas-y. Alors, j'ai un petit point positif, c'est que le film m'a donné envie de revoir Amsterdam-Head. Voilà, c'est tout. Ce sera mon seul point positif. Putain, Amsterdam-Head, en effet. C'est sympa, ça. Ce sera ta reco du coup de la journée. Parce qu'en effet, des fois, on fait des recos. Je remets une pièce pour l'incroyable Alligator de 1980, qui est un excellent film et qui a le même pitch, sur le coup, sur un alligator. Comme voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que c'est pour ça que c'est un requin ? Parce qu'il y a quelques années, il y avait cette rumeur comme quoi il y avait des crocodiles ou des alligators dans les égouts de Paris et dans la Seine. Ou est-ce qu'ils se sont dit, non, on va mettre un requin, sinon c'est trop copié sur un autre film. C'est aussi que le film de requin, je pense que tout le monde veut s'y frotter en tant que réalisateur, tu vois. C'est une des bêtes qui aiment le cinéma. Et c'est le requin, du coup, le film de requin, c'est un peu plus populaire que le film de crocodile, même s'il y a des très bons films de crocodile. C'est une niche un peu moins connue du grand public, quoi. Et il y a même plus de bons films de crocodile que de films de requins. C'est vrai. Si on prend un film comme Crawl, par exemple, The Pool, le film thaïlandais The Pool, qui est excellent, enfin moi qui me fait mourir de rire. Solitaire, qui est très sympa. Il y a vraiment... Le crocodile de la mort. C'est pas vraiment un film c'est pas un film d'attaque animale, le crocodile de la mort. C'est vrai. Mais c'est pas grave. Non, Mathieu, non. Tu vois, est-ce que c'est juste que le premier Darkwater aussi. Oui. Il y en a un qui est easy, et il y en a un qui a le même pitch quasiment que sous la Seine, c'est Lake Placid, avec un crocodile marin, très un gros crocodile marin qui est dans un lac. Ouais. Mais est-ce que c'est juste que le film de requin, ça a l'air plus noble parce que Spielberg, parce que Les Dents de la Mer ? Je pense. Oui. Moi, je pense que si. Moi, je pense que si, parce que le raz-de-marée, sans mauvais jeu de mots, qui a provoqué en fait Les Dents de la Mer en 75, les gens s'en rappellent encore aujourd'hui, quoi. Il y a quelques jours, je regardais un documentaire qui s'appelle très justement Sharksploitation et qui, je crois, fait 1h45, quelque chose comme ça, et qui a la bonne idée en fait de représenter l'évolution de ce sous-genre via une espèce de frise où on voit en fait année par année le nombre de films qui sont sortis et comment en fait le genre a évolué en passant des Dents de la Mer 1, 2, 3, 4, ensuite plus forcément grand chose étant donné que le sous-genre a été récupéré par les Italiens pour faire un petit peu n'importe quoi. Ensuite il y a eu Peur Bleue qui a un petit peu rallumé la mèche. Après il y a eu pas mal de nouvelles dingueries qui sont arrivées. Ensuite il y a eu tous les trucs Asylum et compagnie. Donc à chaque fois en fait les mecs citent Les Dents de la Mer comme le film absolu, le chef-d'œuvre intouchable ou quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait il y a énormément de gens qui ont été traumatisés par ce film dans tous les sens du terme, et qui veulent du coup s'y frotter en essayant de faire leur film de requin à eux, et si possible, atteindre en fait ce qu'a créé Spielberg en 75, quoi. Je pense qu'il y a un truc comme ça, il y a un truc de l'ordre du trauma enfantin que tu as vu et que tu veux essayer de reproduire à ta façon, quoi. Je lisais des trucs sur les producteurs de ce genre de film. En fait, ils disent que entre un film de crocodile, tu prends n'importe quel monstre, un crocodile, un lion, un truc, ça ne marchera toujours moins qu'un requin. Le requin, c'est atavique, voilà, on crie barracuda, les gens disent oui, quoi, on crie requin, voilà. Et c'est ça, et ça marche toujours le requin, et ça reste le prédateur ultime. Et c'est ça qui est étonnant. Et alors que tout le monde sait qu'ils n'arriveront jamais à faire mieux que le film de Spielberg, parce que la plupart des interviews de réalisateurs qui font des films de requins, le seul truc qu'ils disent, c'est on va essayer de faire le deuxième meilleur film après Les Dents de la Mer de requin.
Donc c'est déjà, on sait que la barre, elle est tellement haute qu'on ne pourra jamais la dépasser, enfin peut-être, hein, mais je pense que ça sera indépassable, Les Dents de la Mer, sur le film de requin. Et les gens en sont conscients. Et pourtant, les gens y reviennent. Sinon, moi, je ne ferais pas mon podcast, d'ailleurs. Donc, c'est... Voilà, il y a plus de 160 films de requins que j'ai référencés pour l'instant. Donc, on est... Et ça continue. Tous les ans, il y a une dizaine de films de requins qui sortent. Mais j'ai une question. Toi au début, tu as dit que le film de Sharksploitation, c'est une grammaire un peu particulière et qu'il ne faut pas s'attendre à des bons films. Est-ce que il y a quand même une partie de toi qui dit ok, un jour je vais voir un vrai bon film de requin qui n'est pas Les Dents de la Mer, tu vois. Il y en a. Oui, il y en a quelques-uns. Oui. Non, je disais il y en a. Je réagissais juste. Excuse-moi, Rico. Non, mais est-ce que genre quand je sais que je n'étais peut-être pas clair ma question, mais est-ce que quand tu vas voir un nouveau film de requin, il y a une partie de toi qui te dit ça peut être vraiment un très bon film, ou est-ce que tu sais déjà de base que ça va pas être Alors je sais, enfin je suis un peu comme un junkie là-dessus. C'est-à-dire que Les Dents de la Mer, c'est un des premiers films que j'ai vu quand j'étais gosse. C'est un film qui m'a marqué à vie. C'est avec Le Bon, la Brute et le Truand à égalité mon film préféré. J'arriverai jamais à séparer les deux. Et je sais que de toute façon, j'essaie de retrouver les sensations. C'est comme le junkie qui essaie de retrouver la sensation de sa première dose. Et j'essaie en fait de retrouver le plaisir. Et comme je suis quand même plutôt bon public, je veux dire, j'ai un taux de résistance à la douleur filmique qui est assez élevé. Je suis assez bon public en règle générale. J'essaie vraiment de donner sa chance au produit. Et il y a des films où j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Un film comme Instinct de survie, par exemple, The Shallows, que je trouve vraiment très bon. Je suis un très grand fan de Peur Bleue, même si à cause de Jessie Rainy Harlin, c'est un tâcheron, mais j'adore Peur Bleue. J'ai Open Waters, le premier Open Waters avec son tout petit budget et son truc, je le trouve très efficace, très réussi. Il y a des bons films de requins, les 47 Meters Down, les deux, le premier The Reef, même des trucs un peu rigolos. Genre Ghost Shark, Dam Shark, avec ces requins qui construisent des barrages. Je marre, je prends du plaisir à les voir. Et je sais que je retrouverai jamais le choc profond que j'ai eu avec Les Dents de la Mer, sauf miracle absolu, on ne sait jamais. Mais pour autant, je prends toujours du plaisir à voir une bonne partie de ces films. Alors il y en a qui sont absolument insupportables, mais en fait, dès qu'il y en a un qui arrive, je vais le voir. Je peux pas m'en empêcher. Mais parce que c'est une zone de confort un peu. C'est parce que tu sais que c'est très codifié. Ah oui. Et même s'il y a des trucs what the fuck, quand t'aimes bien un genre très codifié, en fait, il y a vraiment, comme tu dis, le côté un peu addict où je pense que t'espères tomber sur des fois aussi la pépite qui va te faire revivre le sentiment de ton premier coup de cœur, quoi. Oui, c'est comme toi avec le slasher. Ouais. Ah, mais c'est pour ça que je comprends. J'ai pas osé la faire. C'est pour ça que je comprends. Non, mais moi, je comprends parce que je fais pareil. Comme moi avec les films de Dragon de Komodo. Quelle tristesse. Ah non, non mais c'est ça, effectivement. Et la bonne surprise aussi, c'est que comme je m'attends pas forcément à grand chose, quand j'ai un film, là par exemple en début d'année, j'ai vu un film qui est pas encore sorti en France, qui s'appelle No Way Up, avec un avion qui se crache dans la mer, et en fait il y a des passagers qui survivent dans un peu, dans l'avion qui est sous l'eau, et il y a des requins qui commencent à tourner autour. Et en fait là, bonne surprise, voilà un bon petit film qui fait bien son boulot et qui m'a procuré le petit plaisir. Mais c'est pas un grand film, c'est une petite série B, c'est du niveau de, on va dire, de sous la scène, avec des personnages clichés, avec un peu de traîner en longueur parce qu'ils peuvent pas faire autant de scènes avec les requins qu'ils voudraient, etc. Mais au final, je ressors, j'ai passé un honnête moment. Je sais que j'ai pas vu un chef-d'œuvre, je sais que c'est un film que j'aurais oublié dans 6 mois, et pour autant j'ai pris ma petite dose de dopamine avec un petit film de requin, et c'est comme ça que ça fonctionne aussi. C'est aussi ça qui permet aussi de relativiser les vrais bons films, c'est-à-dire que voyant aussi beaucoup de trucs pas bons, quand on voit vraiment des grands films, quand on voit des vrais bons films de cinéma, là c'est autre chose. Il faut avoir l'échelle de valeur qui se met en place, mais aussi aller explorer aussi des trucs un peu plus. Et Les Dents de la Mer, bizarres. c'est les deux, quoi. C'est ça qui est dur. C'est que c'est un vrai bon film de cinéma et c'est aussi un film de requin incroyable.
Bah, qui a créé le genre, en fait. Qui a littéralement créé le genre. Et il a quasiment terminé le genre en même temps, au passage. Ouais. C'est un peu ça, C'est le défaut. C'est la conclusion. Ouais. Je crois qu'on pourra pas, en tout cas, faire passer un meilleur message pour finir ce passage sur le film. Je propose qu'on passe à l'avis des auditeurs, qui a été un peu moins indulgent que vous. Je préfère vous l'annoncer directement. Là aussi, nuance et subtilité, toujours. On va commencer avec Lionel Brémond. Le film m'a donné envie de jeter du plastique dans la mer et de cotiser pour des cours à la Comédie Française pour l'ensemble du casting. Le film a fait plus de mal à l'écologie, aux requins et à la santé mentale que l'ensemble de la filmographie d'Asylum. Si j'étais enclin à la violence et aux problèmes gastriques, je chierais littéralement sur le serveur hébergeant les données du film. Je crois qu'il a pas aimé. Je suis pas C'est sûr. violent, quand même. Je l'ai mis parce qu'il est d'une violence Je trouve ça exceptionnelle. sévère. Je pense Ouais, vraiment que je c'est trouve quelqu'un qui a... Je pense que c'est Lionel, quelqu'un qui a t'es jamais méchant. vu un Sky Shark, un truc comme Ouais. ça. Tu Il a vois. jamais vu un Donc, 1 sur voilà. 10, lui. Hein. Il sait pas ce que c'est. Hein. Ensuite, on a eu Jaws qui nous a écrit un film avec plein de défauts, mais il y a quelques fulgurances, notamment la scène des catacombes qui est vraiment amusante, et toutes les scènes avec la caricature de Valérie Pécresse. Dommage que le film ne sache pas se décider entre être un film sérieux ou un nanar. Assumé. Ouais. Voilà, il Totalement. résume totalement l'épisode. Fabrice nous a écrit un double épisode de Julie Lescaut, écrit par un droitos, bandeur de flics et anti-écolo, et parfois il y a un requin. Ils sont en forme aujourd'hui. Monsieur U, 100 fois plus intéressant et drôle que L'année du requin. Pour reprendre une tentative française de Sharksploitation, c'est une grosse série B, oui, et étonnamment, dans ce genre de film, la psychologie des personnages est caricaturale et les potards poussés très, entre parenthèses trop, loin. J'adore la fin, what the fuck. Moi, je trouve que les deux films sont pas comparables. Je trouve que L'année du requin, c'est une comédie de mœurs grinçante déguisée en film de Sharksploitation. Que c'est pas vraiment le cœur du film, le requin, en fait. Donc, il a pas les mêmes ambitions que Sous la scène. Enfin, il a le même problème aussi, c'est qu'il est assis sur 4 chaises en même temps et qu'il se casse la gueule au milieu, quoi. Oui. C'est-à-dire Oui. que c'est un film qui sait pas décider si c'est une comédie, si c'est un film social, Ouais. si c'est un vrai film de requin, parce que les Boukermin, ils voulaient faire un film de requin, ils ont commandé un vrai requin géant à une boîte d'effets spéciaux, ils étaient tout fiers de faire un vrai film de requin, et ce qu'ils ont réussi avec Teddy, ils l'ont complètement raté parce que le film trouve jamais son ton. en fait. Totalement. T'as dit c'était bien, C'est le... pourtant. T'as dit c'était Ouais. cool. Oui, c'est pareil. Le film est pas assez condensé. Il est un peu trop, un poil trop long. On continue avec Ramenzo, qui nous a envoyé le fait que le film cherche à raccrocher les wagons avec un thème environnemental en détruisant tout par la suite avec sa caricature de militante écolo aux cheveux bleus m'a énervé plus que de raison. À fuir, sauf pour Anne-Marie Vin qui donne tout en Valérie Pécresse. Toujours. César 2025. César 2025. Et c'est le syndrome D'accord, ouais. Meryl Streep dans Don't Look Up, qui était aussi une production Mhm. Netflix, Oui. où Meryl Streep jouait une espèce de caricature de Donald Trump féminin, où on sait à peu près tout ce qu'on retient du film, qui était censé être un film avec un message écolo aussi. Donc c'est un peu ce syndrome-là, je trouve. J'aime beaucoup par contre que dans tous les tweets qu'on a reçus, ça alterne entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Selon le bord politique, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un mélange des deux, ce qui en dit beaucoup, je trouve. Mais après, il y a un autre personnage aussi qu'on n'a pas forcément cité. Alors après, il y a peut-être que moi qui ai vu ça, ou j'en sais rien. Peut-être que j'ai vu quelque chose qu'il n'y avait pas forcément dans le film. Mais à côté de la Valérie Pécresse, là, il y a une espèce de gars en fait avec un képi qui est responsable de la sécurité. Et moi, il me faisait trop penser à, je crois que c'était l'allemand. Le gars en fait qui avait une espèce de képi trop grand pour lui qui sortait des dingueries là. Il y a tout Twitter Ah qui bah oui, mais détestait. c'est le préfet de police de Paris. Oui, voilà, C'est le merci. préfet de police. Ouais, ouais. Et la Je me maire suis dit, qui donne c'est des lui ordres ou au pas préfet de police. Ouais. Et la maire qui donne des ordres au préfet de police de Paris, ce qui est techniquement impossible. Parce que dans le film, il est juste atroce, comme moi j'ai pensé à lui direct. Mais l'allemand, ouais, c'est vrai que c'est une bonne analogie avec. Ouais. Donc, Commandeur Guigui, que je salue au passage. Un vrai film de science-fiction de droite où les flics sont bienveillants avec les SDF qui doivent déloger versus les jeunes écolos LGBT qui sont les méchants, complètement nazes. Le côté requin féministe d'eau douce est plus crédible. Bah, j'avoue en tant qu'ancienne militante écolo aux cheveux violets, voilà, rien à je me voir. suis sentie. C'est pas les mêmes. Je me suis sentie un peu insultée, ouais. Je pense que Yannick Dahan n'a pas rencontré un écolo de sa vie. Ouais. Ouais, je crois C'est ça, pas. Hein. Il y a un petit côté boomer quand même dans Ouais. ce film. Ah Ah ouais, ouais, Mais je pense franchement. que il se renseigne avec BFM TV pour ce genre de choses, je pense. Cinésaurus, le podcast du film de dinosaures.
incroyable le nom, évidemment. Je peux venir? Mais ouais. Bah alors, excusez-moi, ils sont toujours dans nos mentions, mais je les vois pas sortir d'épisode. J'ai l'impression qu'ils se sont réservés le nom pour se mettre en place ensuite, je crois. Alors c'est un projet, parce que j'avais discuté avec eux, c'est un projet en fait où ils s'inspirent un peu de Shark Parade sur le principe, c'est-à-dire ils tiraient des films de dinosaures, et surtout le truc c'est qu'ils voulaient en discuter père-fils en fait. C'est un père et son fils qui en discutaient. Et bon, bah, pour le type, pour des questions pratiques là, et d'emploi du temps, ils avaient voulu lancer le projet. Ils le gardent un peu sous le coude et pour l'instant ça démarre pas. Mais voilà, c'est un petit peu ce projet de podcast qui dure depuis 6 mois et qui a besoin d'avoir un peu de temps pour se mettre en place. Mais je trouvais que le côté était très chouette, un père et son fils qui discutent de films. Cool. C'est beau. Du coup, je pourrais jamais y aller, je suis dégoûté. C'est toi adopté, Dario. Je serai jamais invité. Ils vont t'inviter pour Carnosaur, tu vas regretter. Dario, il est en train de pleurer des larmes. Il y aura aucune De mauvaise crocodile. critique de la trilogie Carnosaur dans ce podcast, je tiens à prévenir. Ici, On peut faire bien, Vélocipastor. Vélocipastor, si tu veux. Mathieu, qui est déjà Raptor très Ranch. silencieux, a un regard là où il se demande s'il a fait le bon choix en rejoignant l'équipe. Mais t'inquiète pas, il y a du temps avant qu'on le fasse. On va... Bah du coup, je vais lire l'avis de Cinésaurus. J'ai vraiment du mal à piger ce déferlement de haine sur Sous la Seine. Certains avaient décidé de détester le film bien avant sa sortie quand on voit les commentaires depuis l'annonce du projet. C'est vrai, je pense. Le seul souci du film est qu'il a le cul entre deux chaises, entre la grosse série B poilante et le film sérieux engagé. Le requin n'est pas laid, ce qui est déjà pas mal, et même si certains SFX piquent les yeux dans l'univers détraqué de la Sharksploitation, citez-moi 10 films meilleurs que celui-ci, Jaws hors concours. Ok, Rico, c'est à toi. Voilà, à 10. C'est large. Les Dents de la Mer 2, Ouais. Peur Bleue, Instinct de survie, The Reef, 47 Meters Down, 14 Meters Down Uncaged, la suite. Alors, qui sera au-dessus? Dame Shark, Ghost Shark, Robo Shark. Je vais arriver à mon 10e. J'essaie de... Shark 3D, Bait, qui se passe dans un supermarché. Ah, Bait, voilà. c'est cool, ouais. Au moins ça. Et le premier, The Meg. T'as refait la Genre, séquence dans voilà. Scream 4 où Ghostface demande quel est le titre du slasher qui a été remaké, et la meuf elle lâche 20 000 remakes d'un coup. Oui. Mais j'attends qu'il y ait un requin dans la saga Scream, hein, ça manque. Bah ça sauverait la franchise. Non, parce qu'après, les gens vont vraiment me redire que Les Dents de la Mer, c'est un slasher. Alors non, pas ça. Alors que c'est un film catastrophe, en fait. Et les Dents de la Mer 2, on disait qu'il y avait qu'un seul film de requin français, oui, de production française, mais Les Dents de la Mer 2, c'est un français, Ah oui. c'est Janos Farc. Ouais. Ouais. Effectivement. On en a Et presque 3. C'est pas les Dents de la Deux Mer et 2, demi. c'est les Dents de la Mer deuxième partie. Deuxième partie. ouais. À l'époque, Oui. ça posait problème, tu vois. Si Oui. tu le disais vite, il y avait des soucis. On va continuer avec Tajibi qui nous a écrit « J'ai adoré, mais Nanarland, ayant officiellement statué que ce n'est pas un nanar, je l'aime moins, car oui, je suis influençable. » Qu'est-ce qui s'est passé chez Nanarland du coup? Oui, je voudrais préciser là-dessus. Ouais, parce que c'est Julien qui s'occupe du Twitter de Nanarland, qui est un peu notre community manager, qui a été assailli en fait de demandes. Voilà, est-ce que vous allez chroniquer ce film? Pour nous, c'est pas un nanar, c'est une série B assumée, etc. Et alors dans ce cas-là, quand on aura dit, bah non, on va pas chroniquer ce film, c'est volontaire, c'est une grosse comédie, c'est une série B. Ah bah il faut le mettre dans les on s'est fait avoir, parce qu'on a une catégorie on s'est fait avoir quand on a visionné un film qu'on pensait être un nanar et que finalement c'est peut-être un bon film, c'est peut-être un navet complet. Et en fait, on nous a assaillis avec des tonnes de films, dont Vélocipastor, là, qui est espèce de film qu'on nous renvoie. Avant, c'était L'attaque de la moussaka C'est pas un géante. nanar, Vélocipastor. Et là, c'est Vélocipastor, on n'arrête pas de nous le j'ai découvert un nanar. Donc, on a statué un petit peu là-dessus, parce que sinon, voilà, si on devait mettre tous les films qu'on voit et qu'on a aimé dans Nanarland en disant bah non, c'est pas un nanar, ouais, je viens, Apocalypse Now, c'est pas un nanar, hein, ça se passe aux Philippines, mais non, c'est pas un nanar. Mulholland Drive, c'est pas un nanar. Il y a des scènes un peu foutraques, mais c'est pas un nanar, c'est voulu. Voilà. Mais on en est là, quoi. Il y a des moments, tout le monde met tout et n'importe quoi sur nanar. Le nanar, c'est un mauvais film involontaire qui en devient drôle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait préciser là-dessus, Dis bien, parce que c'est bien. c'est revenu et ça a été un petit débat Surtout que les gens, sur les réseaux sociaux. les gens vous en demandent beaucoup alors que vous leur avez offert une chronique sur le dernier Neil Breen récemment en plus. Tu vois. Tout à fait. Et quand même, là pour le coup, vous avez été généreux quoi. Ah oui, non, mais là, Neil Breen, ça mérite. Seb de Coq nous a envoyé
Pour 5 millions d'euros, on a eu Vermine, un film très bien fait, écrit et efficace à souhait. Pour 20 millions, on a eu un Sharknado qui met beaucoup trop de temps à craquer son slip pour finalement se payer la tête du spectateur en faisant tout en mal et en mode je m'en foutiste. Arizona Kane, lui, plus gentil, loin du nanar prétendu par certains, c'est un bon film de genre, porté par des références évidentes, ça cite Abyss, Aliens, etc., avec un propos radical et viscéral renvoyant les personnages au-delà de leur clivage dans une unité collective dans leur impuissance face à la nature. Oh, on n'a pas vu le même film, hein. Pardon. Il s'est perdu, je pense. Ah, il a bu l'eau de la Seine, là. Non, mais c'est bien de voir qu'il y a des gens qui ont vraiment aimé le film, parce que ça nuance un peu l'ensemble. Nuci Steffi, lui, nous a envoyé, honnêtement, j'ai eu ce à quoi je m'attendais. J'aurais préféré quelque chose de plus vénère, mais pour moi, ça fait le taf. J'ai de la sympathie pour le cinéma de Jans, peut-être que ça me rend indulgent. Par contre, j'aurais quand même voulu quelque chose de plus gore, au moins ça. Mais c'est quand même drôle de voir une bande d'activistes se faire bouffer. Maintenant, je vais revoir Peur Bleue, car El Koujaï qui tchatche avec son perroquet, ça n'a pas de prix. Clément Arbuste nous a juste envoyé, seul défaut du film, ne pas s'appeler Mourir sur scène. Sinon, 3 petits points, bouleversant. L'horreur du dimanche, qu'on salue au passage, un bousin. Bah, on est totalement d'accord. Non, c'est pas ça. À droite au but. Pas d'épisode prévu dessus de leur côté, visiblement, du coup. Roland de Giled nous a écrit « J'attendais Piranha 3D dans la scène. J'ai eu Piranha 2 avec des requins qui volent pas. » Peut-être la clé de la suite. Lovely Claire, pour un film de requins, je l'ai pas trouvé si mal. Trop long certes, mais je n'ai pas passé un mauvais moment. J'ai déjà vu bien plus nul en film de genre. Ça se prend peut-être trop au sérieux. Je ne comprends pas qu'il se fasse autant tomber dessus. Bérénice FRC, nul à chier. Ça, au moins c'est rapide. Précis. Et un dernier qui nuance un peu quand même le tout, je crois, de tête. Fred Serrodo. Ça se prend trop au sérieux pour être un film de requin what the fuck, comme Sharknado. C'est trop lisse, on voit tout arriver de loin, les personnages sont clichés au possible, ça nuance rien du tout, je suis désolé. Ou définis par un seul trait de caractère. Ouh là là, j'ai vécu un drame, du coup je te comprends. Les trucs les mieux réussis du film sont la présence de Monsieur Poulpe, logique dans un film de poisson, ainsi que les 30 dernières secondes. Voilà. Pour l'avis qui nuance. J'ai pas saisi la nuance. Moi non plus. Je croyais qu'il y avait un avis positif à la fin quand je l'avais écrit tout à l'heure, mais non, pas du tout. Il y a juste chié sur les murs. Mais on passe le bonjour aux autres membres de Playmo. C'est vrai. Oui. Voilà. J'avais pas fait le rapprochement. Ouais. C'est comme ça dans le casino. Voilà. J'ai casé ma petite ref. Je croyais avoir mis l'avis de Andros Straub qui disait qu'il n'y a pas de plan de nichon et pas de bite en 3D. Du coup, c'était pas ouf. Mais je le place là, du coup. On va clôturer. Rico. Ton actualité, Shark Parade, Nanarland, la vie, tout ça, dis-nous tout. Où est-ce qu'on te retrouve? On me retrouve... déjà, il va y avoir un épisode de Shark Parade qui devrait sortir sous peu, justement consacré à Sous la Seine. Et puis, il y a un autre film là, qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Deep Fear, avec des requins qui tournent autour d'une cargaison de cocaïne engloutie en pleine mer et des trafiquants qui veulent absolument récupérer cette cargaison. Et donc, ça sera le prochain épisode qui devrait pas tarder à sortir, parce que je vais essayer de suivre un peu l'actualité. Après, Nanarland, on a fait la 900e chronique. Donc, gros travail autour de la dernière œuvre de Neil Breen, Cade, torture la torture de sur Crossing. L'échelle de Twisted Pair, on est comment? On est, on va dire, à peu près à un niveau plus exaspérant, en fait. C'est-à-dire, cette fois-ci, tout est filmé sur fond vert. Oh, putain. Donc, je pense qu'on est encore un cran au-dessus de Twisted Pair en matière de folie filmique. Il se renouvelle encore. D'autant que la moitié du film se passe dans un asile psychiatrique qui semble représenter, en fait, l'intérieur de la tête de Neil Breen. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui, à la fois, en fait, Neil Breen réussit à régresser au fur et à mesure de ses films et à faire des choses de plus en plus dingues, de plus en plus affreuses. Pour moi, ça manque de génocide, comparativement à ses précédents, à ses Fateful Finding, qui terminaient par un génocide de 5 millions de personnes. Et là, il a voulu refaire Matrix, il a voulu refaire plein de choses, et tout sur fond vert.
en maîtrisant absolument pas la technique. On a mis pas mal d'extraits vidéo, c'est assez difficile à décrire à l'oral, mais c'est assez hypnotisant à voir. Mais c'est à garder pour des gens un petit peu vraiment, vraiment très 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 expérimentés en nanar. Sinon, sur Nanarland, comme on l'a annoncé, il n'y aura pas de nuit Nanarland cette année, tout simplement parce que on veut préparer un petit peu celle de l'année prochaine. Il y en aura bien une en septembre 2025, mais cette année, à la fois pour des questions d'emploi du temps, des questions aussi, on va dire, de préparation, de temps de préparation, nous avons préféré prendre une année supplémentaire pour pouvoir le faire. Mais on a déjà commencé un petit peu à essayer de faire des séances un petit peu ailleurs, des petites séances, et on est en train de mitonner des petites choses pour l'avenir. Je vais pas trop m'avancer, mais voilà, Nanarland continue, on a encore plein de projets, on a encore plein de choses, et ne vous inquiétez pas, même s'il n'y a pas de nuit Nanarland cette année, on est en train de vous mitonner quelque chose qui sera quand même normalement assez goûtu l'année prochaine, et là on aura eu le temps vraiment de pas faire l'édition de trop, de pas faire une édition un peu bâclée, histoire de tenir les dates. On a préféré se donner du temps et faire vraiment quelque chose de très bien. En tout cas, on espère. Finir l'intégrale Neil Breen, Bernard Lenoir, Jean-Marie Palardi en une nuit. C'est possible, en terminant avec les Gaou. Oh putain. Le marathon des titans. Ouais, ils sont encore là. Ils passent pas leur film parce qu'ils vont venir pour de vrai, c'est ça le problème. Oui. Surtout Jean-Marie. Jean-Marie, oui, il rôde malheureusement, toujours. Bah écoute, c'est parfait en tout cas. Shark Parade, ce sera en lien dans la description de l'épisode. C'est l'heure de clôturer notre épisode. On se retrouvera la semaine prochaine avec un film qui fait mal, Martyrs. Grand écart absolu en termes d'ambiance, pour le coup. Un autre gros épisode qui arrive. Vous savez que je l'ai jamais vu. Ah waouh! Et que j'ai toujours pas vu et que j'ai jamais. Enfin, tout le monde dit que c'est un film dur et tout, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Jamais vu d'image du film. Ah ouais, prépare-toi du chocolat. Donc j'y vais vraiment à poil. Ouais. Ne lis rien, ne regarde pas. Dans les dents. Faire, le saut de l'ange, comme on dit. Plaid chocolat chaud, tu vois, quelques marshmallows et ça devrait le faire. Rien à manger. Rien à manger. Et du coup, j'ai peur d'être différent. Là. Toujours différent, Dario. Tu es surprenant. Décevant, toujours surprenant. D'ici là... Ça s'appelle un feel-good movie. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, vous connaissez la musique. On se dit à vendredi prochain. Salut. 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 Salut.